Thierry Chavel, coach de dirigeants, co-directeur du Master Coaching à l'Université Paris-Panthéon-Assas, auteur d'une douzaine de livres dont je vais faire un peu de pub, mais ça va vous expliquer. Donc, trouver sa voie. Et on arrive au titre de cette séquence, comment faire l'entreprise buissonnière. Alors, Thierry, j'aimerais qu'on commence par là. C'est quoi une entreprise buissonnière? Et je t'ai vu sourire plusieurs fois. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas loin de l'entreprise buissonnière dans les témoignages qu'on a eus. Quelle est ta définition et pourquoi est-ce qu'il faut penser à faire l'entreprise buissonnière? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Très honoré d'être là, très impressionné par tout ce qui a été dit. Moi, je suis expert en pas grand-chose, hein. Je suis coach, donc plutôt mailloticien. Je ne suis pas sûr qu'il existe des entreprises buissonnières. C'est bien le principe, c'est comment on fait pour prendre un peu les chemins de traverse et s'autoriser. Alors, on parlait d'entreprise libérée il y a des années, peut-être à passer de la carte au territoire, c'est-à-dire à aller à l'extérieur. Moi, je vois beaucoup de clients qui, en fait, sont enfermés dans l'entreprise, passionnés par l'entreprise, mais au bout d'un moment, ça devient un peu le syndrome de la grenouille, c'est-à-dire que je ne vois pas la température monter et quoi qu'il arrive, ça devient un environnement un peu étouffant. Mais faire l'entreprise buissonnière, c'est peut-être aussi voyager à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se donner la permission finalement de travailler pour vivre et pas de vivre pour travailler. D'aller aussi de temps en temps sécher certaines réunions où on ne se sent pas si utile que ça. De s'affranchir de l'horaire, de se dire il faut que je sois là à 19h parce qu'à l'étage, tout le monde est là à 19h. Aller au cinéma dans l'après-midi. Oh, c'est possible ça pour un cadre, pour un dirigeant? Et en fait, on en est beaucoup plus engagé, beaucoup plus motivé. L'entreprise buissonnière, évidemment, ça fait référence à l'école buissonnière. Je ne sais pas vous, moi je trouve que les entreprises, plus elles sont grosses, plus elles sont infantilisantes. Plus on est dans des logiques de bon élève, voire de très bon élève, d'évaluation dans tous les sens, de contrôle, de comparaison, d'injonction à être comme il faut. Et les dirigeants, a fortiori, il y en a certains qui sortent jamais de leur grande école ou qui sortent jamais de leur classe prépa, qui sont toujours en train de rejouer la logique du concours. Donc, faire l'entreprise buissonnière, c'est sortir de l'entreprise pour y revenir peut-être plus joyeux. Il y a un livre dont le titre m'avait frappé, et en plus il est traduit en français, qui s'appelle « Travailler en s'amusant ». C'est quand même travailler, hein, c'est pas juste s'amuser. Et c'est l'autobiographie du créateur du studio Ghibli, qui s'appelle Hayao Miyazaki. Et donc, il raconte comment on a beau être dans un travail minutieux, dans un travail séquencé, parce que les coloristes ne sont pas ceux qui dessinent, voilà. Dans un travail angoissant, parce que c'est des créatifs, on peut s'amuser en mettant pas trop de process. Ça dit pas grand-chose de la relation avec son fils et de la façon dont il a laissé ou pas son fils lui succéder. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour les amoureux des studios Ghibli. Très concrètement, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil à mettre en place et là, à la fois pour les hommes et les femmes que nous sommes dans cette salle à titre perso, on est tous rattachés à une entreprise ou pas, et qu'est-ce que tu donnerais aussi comme conseil aux responsables d'entreprise, qu'ils soient dirigeants ou DRH, pour que concrètement l'entreprise s'ouvre un peu plus? Bon, encore une fois, je ne suis pas en mesure de donner des conseils. Je peux peut-être témoigner de ce que j'entends et de ce que je vois. D'abord, c'est peut-être de ne pas traiter le désengagement. On a beaucoup parlé de l'engagement, mais bien souvent, on arrive trop tard, quoi. On arrive en essayant de pallier une démotivation ou de pallier une souffrance au travail qui ne dit pas son nom. Quitte à être un peu provocateur, je pense que c'est une bonne nouvelle de ne pas être tout le temps engagé. De donner aussi un peu de respiration et d'accepter qu'il y a des hauts et des bas, déjà dans une carrière, mais aussi dans un job.
et que la logique d'engagement, on a fait l'étymologie tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a le militaire, mais il y a aussi la logique de gage. Vous vous souvenez de Sganarelle dans Don Juan, mes gages, mes gages. Donc on est dans un contrat de rétribution, contribution. Et donc en demander plus, ça pose aussi la question du jeu qu'on laisse à ses collaborateurs. On a beaucoup parlé des cadres, mais il y a la question de l'engagement des non-cadres aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bullshit jobs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des invisibles? Qu'est-ce qui fait que c'est d'abord un corps social, une entreprise? Donc l'engagement, c'est pas juste une affaire individuelle. On individualise énormément les parcours de carrière, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que la spécialisation, ça conduit aussi à l'isolement, ça conduit aussi à la parcellisation des tâches. À l'époque de l'industrie taylorienne, on parlait de flânerie systématique. Il fallait absolument éviter que l'ouvrier fasse de la flânerie systématique, qu'il ne soit pas occupé. Oui. Donc il y a une dialectique occupée, business en anglais, et peut-être non pas oisif, mais peut-être un petit peu fantaisiste. Donc, ne pas traiter le désengagement. Il y a un livre qui date de 1853, que vous connaissez peut-être, de Herman Melville, qui est l'auteur de Moby Dick, qui s'appelle Bartleby. Alors, moi, je vous conseille, là, c'est un conseil de lecture, de la bibliothérapie, lisez Bartleby. C'est l'histoire d'un cadre qui décide de répondre à toutes les sollicitations par « I'd rather not to ». Je préfère ne pas. Il ne dit pas non, il dit qu'il ne préfère pas. Voilà un homme désengagé. Donc travaillons plutôt la cause que l'effet. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations tellement routinières, tellement monotones, que voilà, on a envie de regarder par la fenêtre, on regarde les heures passer et on attend tranquillement le temps de loisir. La deuxième chose, c'est d'investir la relation humaine. Moi, il y a un mot qui m'a un petit peu manqué ce matin, c'est le mot de relation. On est des êtres reliés. Et donc, c'est d'abord la qualité de la relation avec son manager direct qui fait qu'on est engagé ou pas. On ne dira jamais assez, vu de ma fenêtre, le mal que le Covid a fait au monde du travail. Je regrette, moi je rencontre que des clients qui souffrent du télétravail, qui sont très contents d'avoir cette pause, mais qui souffrent de l'effet induit sur la dispersion des équipes, sur la difficulté à donner du feedback, sur la difficulté à prendre la température régulièrement avec un collectif. Et donc, la technologie n'est pas que notre allié. C'est aussi la relation, j'allais dire, d'intimité, de complicité. Il me semble qu'il y a un mouvement de centralisation des entreprises en ce moment, surtout dans les grands groupes internationaux. Et donc on voit une couche, souvent régionale, européenne, de grands pays, qui vient se mettre entre les opérations et le corporate. Et ça conduit un certain nombre de collaborateurs à être coupés du terrain, à avoir l'impression qu'ils travaillent pour faire du reporting, qu'ils passent leur temps à remplir des tableaux de chiffres, mais qui ne voient plus vraiment leurs collaborateurs pour manager, pour voir les clients, pour aller sur le terrain. Donc, je ne sais pas si small is beautiful, mais en tout cas, les process sont souvent l'opposé de la relation authentique. Et puis, vous savez, on sait très bien mesurer l'engagement et le désengagement. C'est très rassurant pour la marque employeur. Ça a des effets souvent catastrophiques. C'est-à-dire que moi, je vois arriver des managers qui me disent « Cette année, j'ai eu 3,7 dans le Global Gallup Survey. C'est une catastrophe. Toute l'entreprise est à 4,2. » Vous voyez? Toujours la logique scolaire. Donc, c'est très bien de mesurer le désengagement, mais de croire qu'on peut mettre en équation ce qui motive un collaborateur, c'est une illusion qui a été battue en brèche par tous les travaux de psychosociologie du travail. Vous ne pouvez pas motiver quelqu'un de l'extérieur. Vous pouvez le mettre dans les conditions de s'auto-motiver. C'est très différent. Et le troisième retour que j'ai envie de dire, c'est que je crois que la seule vraie raison d'être engagé, au final, c'est l'amour du travail bien fait. C'est le contenu du job lui-même. Est-ce que j'entretiens un rapport créatif, c'est-à-dire poïétique? La poésie, en grec, c'est l'acte créateur,
au-delà juste du rapport de contribution-rétribution. Vous savez, c'est Yankelevitch, le philosophe, qui disait il y a 3 modalités de rapport au temps. La première modalité, nous dit-il, c'est l'ennui. Voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on s'ennuie? Les réseaux sociaux, notre ami opérateur de téléphone n'est plus là, mais les réseaux sociaux sont un très bon facteur de désengagement. Pendant la réunion, je scrolle mon téléphone, je ne suis pas vraiment présent. C'est des facteurs de dispersion, de distraction. Donc l'ennui, on le connaît tous. C'est l'ennui métaphysique, il faut peut-être en parler. C'est peut-être pas tabou de s'ennuyer. La première étape, c'est de reconnaître et d'accepter qu'il y a des phases d'ennui, que c'est humain. Même moi, j'adore mon métier, mais de temps en temps, je m'ennuie. Et si je commence à me forcer, à me dire non, c'est pas vrai, j'ai pas le droit de m'ennuyer, je me fais encore plus de mal, quoi, je me raconte une histoire. La deuxième modalité de rapport au temps chez Yankelevitch, c'est le sérieux. Voilà. C'est intéressant, c'est important d'avoir l'impression qu'on contribue à quelque chose de sérieux. Je suis très d'accord avec ce qui a été dit sur la désaffection pour l'industrie, on pourrait dire pour le BTP, pour les métiers de col bleu. Et pour autant, c'est souvent là que ça se passe. Il faut encourager les jeunes à ne pas commencer par le conseil, le private equity, la banque d'affaires, à commencer par travailler avec des gens qui travaillent sur le terrain. Et le troisième, je vous le donne en 1000, c'est l'aventure, la modalité qu'on peut avoir de rapport au temps. Donc, voyez, on peut chercher chez Yankelevitch des réponses. Et donc, l'amour du travail bien fait, c'est peut-être un rapport au temps long, un rapport à la belle ouvrage. Peut-être avoir 3 choses en tête. La première, c'est de se sentir utile. Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais? Est-ce que je vois la finalité de ma tâche? J'ai des dirigeants dans mon bureau qui me disent qu'en fait, ils sont pas détachés. Mais plus le temps passe, plus il y a une forme de corrosion. À cause de quoi? À cause des jeux de pouvoir. Je veux dire, le temps qu'on peut passer dans les bureaux feutrés à faire tout sauf le contenu de ce qui nous rend utile, c'est terrifiant. Et donc il y a une usure de ça. La deuxième chose, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est de créer. Et la troisième, c'est d'apprendre. Est-ce que j'ai un travail où je continue à apprendre des choses? Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la relation de proximité, il y a aussi une fonction d'admiration. On a parlé de considération, de respect. Je suis peut-être tout à fait en phase avec ce que Ghislain disait. Mais est-ce que j'ai envie de ressembler à mon chef ou ma chef dans 10 ans? Est-ce que c'est un rôle modèle ou pas? Voilà, ça c'est la base de la relation de mentor ou je ne sais pas quoi. Merci beaucoup Thierry. Peut-être un mot de conclusion, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis complètement psychorigide, donc on est juste bien. Mais si tu dois conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir, à part aller au cinéma cet après-midi, et ça je te promets, je ne l'ai pas oublié. Alors, si tu vas au cinéma cet après-midi, il faut aller voir le dernier film de Wim Wenders qui s'appelle Perfect Days. Vous comprendrez pourquoi. Le pitch, c'est l'histoire d'un homme qui nettoie les toilettes de Tokyo pendant 2 heures sur la musique du Velvet Underground. Dit comme ça, c'est pas passionnant. Vous allez voir ce que c'est que se sentir engagé dans son travail. Écoute, le mot de conclusion, c'est pas moi qui vais le dire. C'est une phrase, une fois n'est pas coutume, d'Albert Camus. On ne s'attend pas à lire Albert Camus à propos de l'engagement au travail. J'ai le temps? Mais oui. Je n'ai jamais été heureux. C'est Albert Camus, ça commence mal. Mais je n'ai jamais été heureux, je le sais, ni pacifié, que dans un métier digne de moi. Un travail mené au milieu d'hommes que je puisse aimer. Je sais aussi que beaucoup sur ce point me ressemblent. Sans travail, toute vie pourrie. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe et meurt. N'est-ce pas alors le véritable effort d'une nation de faire le plus possible pour que ses citoyens aient le riche sentiment de faire leur vrai métier
et d'être utiles à la place où ils sont. Je vous remercie beaucoup. Merci.